Depuis 1997, la procréation médicalement assistée est effective au Cameroun. Des couples qui ont des difficultés à devenir parents de manière naturelle y ont recours. Depuis le 29 juin 2022, le Cameroun a adopté le projet de loi sur la procréation médicalement assistée. C'est connu que l'aide médicale à la procréation est basée sur plusieurs méthodes et la plus sollicitée par les couples est la fécondation in vitro, dont le coût reste abordable pour certains couples. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine de la santé sur Canal 2 International. Ce soir, notre thème est axé sur couple et procréation, bien entendu sur l'aide médicale à la procréation ou encore la procréation médicalement assistée. Et avec notre invité, nous allons aborder plusieurs questions. Quelles sont les difficultés que rencontrent les couples? Quelle est la différence entre infertilité, stérilité ou encore quels sont les accompagnements apportés à ces couples-là pour qu'ils puissent devenir parents? Des réponses à ces questions, vous les aurez tout au long de votre magazine de la santé. Alors, avant de recevoir notre spécialiste de ce soir, je vous invite à découvrir ce qui constitue le menu de cette autre édition de Check-up. À tout de suite. Check-up cette semaine s'intéresse à la procréation médicalement assistée. Que faut-il savoir pour réaliser cette pratique? Ce type de traitement est-il accessible à tous les Camerounais? Dr Brice Chenjou, gynécologue, spécialiste de la procréation assistée, répond à ces questions et à bien d'autres dans cette édition. Vous suivrez également quelques réactions des populations de Douala sur la question. La chronique du professeur Prévost Ndiantou depuis le Canada évoque cette semaine des méfaits de l'alcool sur la santé. Et au bas de votre magazine de la santé, les conseils du dentiste portent sur le choix d'une brosse à dents. À présent que vous êtes informés sur ce qui vous attend tout au long de ce programme, recevons notre invité de ce soir. Il s'agit du docteur Brice Chenjou. Il est gynécologue obstétricien, spécialiste de la procréation médicalement assistée. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Fotso. Et bienvenue sur le plateau de Check-up. Je vous remercie. Alors, docteur, de plus en plus, on rencontre des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants, à procréer de manière naturelle. Et vous les recevez au quotidien dans votre clinique, dans votre cabinet. Quelles sont les causes qui reviennent le plus souvent? Déjà, je vous remercie pour votre invitation portant sur un thème qui est extrêmement important et qui est en plus un thème d'actualité, avec malheureusement une augmentation de la fréquence des problématiques qui sont liées à la fertilité des couples. Il est important de pouvoir sensibiliser et informer davantage le public concernant tout ce qu'il y a comme possibilité pour aider les couples qui sont dans de telles difficultés. Pour ce qui concerne les difficultés de procréation, notamment l'infertilité, il faut dire que nous avons des causes qui sont multiples. Ce sont des causes qui sont aussi bien masculines que féminines. C'est vrai qu'il est habituellement reconnu que ce sont davantage les femmes que les hommes qui sont impactés par les problèmes liés à la fécondité dans le couple, mais en réalité, c'est égalitaire. Nous avons autant de problèmes chez les hommes que chez les femmes. Chez les femmes, en général, vous allez avoir des problèmes qui sont, je ne vais pas les citer par ordre de fréquence, mais vous allez avoir des problèmes qui sont liés aux ovulations, notamment au niveau des ovaires. Vous allez avoir des problèmes qui sont liés à des problèmes qui concernent les trompes, c'est ce qu'on appelle des blocages mécaniques, parce que c'est dans les trompes que se passe notamment la fécondation, la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Et vous allez avoir des problèmes qui sont liés à l'utérus, qui est celui dans lequel l'embryon doit s'implanter pour qu'il y ait grossesse. Malheureusement, ces utérus vont parfois porter des anomalies, et l'anomalie la plus connue, ce sont les fibromes ou les myomes, c'est pareil. Tandis que chez les hommes, vous allez avoir parfois des difficultés liées à la
qualité et à la quantité des spermatozoïdes, ces difficultés étant elles-mêmes liées à des problèmes qui peuvent être des infections, des séquelles d'infections qui peuvent être toxiques, par exemple chez les fumeurs ou chez les tabagiques ou même ceux qui pratiquent qui sont dépendants des drogues, notamment la toxicomanie, ou ceux qui ont été soumis à des facteurs qui sont environnementaux, notamment les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Donc beaucoup de causes qui puissent justifier qu'il y ait des problèmes aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors vous dites qu'il y a aussi bien des problèmes chez les hommes que chez les femmes. Mais si on vous demandait, docteur, qui de l'homme ou de la femme présente beaucoup plus les problèmes d'infertilité? Alors les études ont été réalisées et on a des statistiques. On sait que 30% des causes sont exclusivement féminines. On a 30% de causes qui sont exclusivement masculines, donc ça va arriver parfois qu'on ait une femme qui n'a aucun problème et c'est le mari qui a toutes les difficultés. Et puis nous avons 30% de causes mixtes, donc c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'on a des difficultés chez l'homme et chez la femme en même temps. Et enfin nous avons 10% de causes qui sont des causes idiopathiques, c'est-à-dire des causes qu'on ne retrouve pas. Donc on appelle ça aussi infertilité inexpliquée. Donc il n'y a pas une supériorité en termes d'ordre de fréquence ou de responsabilité de l'homme ou de la femme selon les études. Voilà, parce que je pose la question parce que généralement, dans les familles, ce sont souvent les femmes qui sont pointées du doigt. On dit, mais voilà 2 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant, c'est toi qui n'arrive pas à faire des enfants, c'est toi qui as des problèmes. Et l'homme est toujours celui-là qui est soutenu. Bon, ça c'est culturel, parce que nous avons un regard sur la femme, parce que c'est chez la femme que la grossesse doit se manifester, et c'est une croyance populaire qui voudrait que chez les femmes, en général, ce sont elles qui vont être les responsables à l'intérieur du couple d'une difficulté de conception. Heureusement que nous avons de plus en plus une prise de conscience des hommes, il faut le dire, à ma consultation. Il est de plus en plus fréquent de se rendre compte que les femmes ne viennent pas seules, elles viennent accompagnées de leur mari qui adhère à la nécessité d'être pris en charge, d'être suivi, d'être exploré pour pouvoir vérifier qu'éventuellement ils ne puissent pas avoir de difficultés eux-mêmes. Donc je pense que ce sont des données qui sont en train d'évoluer, les gens y comprennent de plus en plus et on ne devrait pas avoir le sentiment que ce soit une situation qui va perdurer, c'est-à-dire une responsabilité exclusivement orientée chez la femme. Alors, docteur, c'est quand même 15% de la population mondiale en âge de procréer qui a des difficultés à le faire. Qu'est-ce qui justifie cette montée en puissance, le fait qu'on ait de plus en plus des couples, même jeunes, qui ont des difficultés à avoir des enfants de manière naturelle et font recours à la procréation médicalement assistée? Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir la possibilité d'aborder toutes les possibilités de causes, de raisons qui vont justifier que nous ayons une augmentation de la fréquence des infertilités. Après, je vais essayer de parler d'abord des femmes. En ce qui concerne les femmes, nous avons beaucoup de problèmes, surtout chez les jeunes, qui sont liés à des difficultés qui s'appellent des obstructions tubaires, c'est-à-dire des problèmes dans nos quartiers, on parle parfois de trompes bouchées, mais souvent ça va être des problèmes qui vont être des séquelles d'infections qui sont parfois mal soignées. On va parfois avoir des séquelles d'avortements qui se sont mal passés également et qui ont créé des complications. On va parfois avoir également des séquelles de chirurgie qui ont été mal faites ou qui n'avaient pas réellement leur place, parce que parfois on va avoir malheureusement des femmes qui auront subi des chirurgies abusives pour des kystes qui n'étaient pas nécessaires ou pour des fibromes, des myomes qui n'étaient pas nécessaires. Et malheureusement, en termes de conséquences, il y aura une atteinte des trompes après. On a une augmentation de la fréquence des situations d'infertilité parce que l'environnement aussi va avoir un impact négatif. Notamment, on parle de plus en plus de perturbateurs endocriniens. Par exemple, vous avez des hommes qui ont des métiers exposés, ce sont les agriculteurs, ce sont des éleveurs, ce sont des chauffeurs qui sont tout le temps assis, ce sont des personnes qui travaillent dans l'industrie chimique.
vous allez avoir des boulangers qui sont dans des situations pour lesquelles il y a de fortes chaleurs qui vont entraîner une augmentation de température qui va altérer la capacité de production des spermatozoïdes. Vous avez aussi chez les hommes des séquelles d'infection, parce que les hommes aussi peuvent, autant que les femmes d'ailleurs, être victimes de séquelles d'infection, puisque les infections sexuellement transmissibles concernent les deux personnes. Alors docteur, vu que nous vous avons sur ce plateau, dans l'imagerie populaire, on entend souvent des personnes disent non, il est stérile, d'autres disent non, il est infertile, non, il est plutôt impuissant. En fait, ces trois expressions sont souvent utilisées à tort. Alors, je voudrais que vous essayiez de mieux expliquer clairement la différence qui existe entre la stérilité, l'infertilité et l'impuissance. Oui, c'est des considérations d'ordre sémantique, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Et je comprends que ce soit parfois confus dans l'esprit des gens, notamment des profanes. L'infertilité, c'est une définition qui est très claire, qui considère que nous avons une absence de grossesse à l'intérieur du couple après 12 mois de rapports sexuels réguliers. Maintenant, il faut comprendre une infertilité comme étant une difficulté de conception et non comme étant une impossibilité à procréer, ce qui n'est pas la même chose qu'une stérilité qui intègre une notion d'irréversibilité, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de stérilité, c'est parce qu'il y a une impossibilité à procréer. Par exemple, on va vous expliquer que si une femme est ménopausée, elle est considérée comme étant une personne stérile. Ensuite, vous avez l'impuissance qui concerne, d'après ce que les gens expliquent, l'impuissance étant pour eux une sorte de confusion avec l'infertilité. Non, il s'agit plutôt d'un dysfonctionnement au niveau de l'érection. Et ce dysfonctionnement s'appelle impuissance pour la plupart des gens, mais en réalité, c'est juste un dysfonctionnement de l'érection qui ne signifie pas que l'homme est incapable de procréer, mais qui signifie que s'il est pris en charge par les urologues, et qu'il y a une correction du problème posé par son dysfonctionnement érectile, ben, il pourra à nouveau avoir des rapports sexuels et être en capacité de procréer. Alors, docteur, nous allons interrompre cet entretien pour quelques minutes. Le temps pour nous d'aller suivre ce reportage réalisé par Elisabeth Ngorum et Armand Pagna. On regarde. L'infertilité, cette difficulté à donner la vie, est, dans plusieurs ménages, le principal motif des disputes et malentendus. Parfois associés à la stérilité, nombreux sont ceux qui voient en ce problème de santé une maladie d'ordre spirituel. Il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base de tout ça. Premièrement, ça peut être les aliments que nous consommons, parce qu'il faut voir l'idée selon laquelle la plupart des aliments que nous consommons aujourd'hui sont boostés par les produits chimiques, ce qui peut détruire l'organisme ou l'appareil génital de chaque individu. Effondrés à l'idée de ne pouvoir procréer, les hommes sont tout aussi bouleversés et désespérés que les femmes. Stigmatisés et marginalisés par la société, il naît très souvent en ces victimes un sentiment d'impuissance ou d'injustice. Dans les familles, beaucoup d'interrogations sont soulevées quant aux causes réelles de l'infertilité. Entre mauvaise alimentation, consommation excessive de médicaments, mauvaises habitudes sexuelles ou encore maladies mal soignées, tout y passe et à chacun de tirer ses propres conclusions. Il y a plusieurs raisons qui incitent les couples à ne pas procréer. Il y a souvent l'incompatibilité entre les couples. Il y a aussi les maladies. Donc c'est la raison pour laquelle on demande toujours, avant de se marier, de faire certains examens prénuptiaux pour permettre de savoir si les couples pourront procréer. Et on a aussi, comme je citais, parmi les maladies, il y a le problème des myomes qui est très fréquent chez les femmes présentement. Il y a des trompes bouchées, toutes les maladies liées à l'infertilité. Moi, je pense que il y a d'abord le problème de l'absorption, surtout par les femmes, de plusieurs contraceptifs. Je parle des pilules,
Moi, je pense que c'est une des causes, parce qu'après, elles ne peuvent plus enfanter quand elles le désirent. Il y a également les avortements. Je pense que la fréquence des avortements peut également en être une cause. Je parlerai également côté d'hommes, également l'absorption de plusieurs substances qu'on appelle généralement des Viagra, qui peuvent également avoir des causes dans leur organisme. Au moment où l'infertilité continue de diviser dans les familles, l'Organisation mondiale de la santé révèle que près de 48 millions de couples, soit 1 sur 6, rencontrent des difficultés à concevoir. 30% des cas d'infertilité sont d'origine féminine. De nombreuses actions et méthodes sont mises à la disposition pour freiner cette gangrène présente dans la société. De plus en plus, aujourd'hui, les couples n'hésitent pas à demander de l'aide pour une procréation médicalement assistée afin de recevoir une lueur d'espoir et partager la joie d'être parents avec les membres de la famille. Retour sur ce plateau après ce reportage dans lequel on a suivi plusieurs Camerounais s'exprimer sur la question, sur notre thème de ce soir. Et beaucoup estiment qu'aujourd'hui, s'il y a une montée de l'infertilité, c'est parce que les jeunes hommes comme femmes sont de plus en plus en proie aux déviances. Alors, docteur, l'aide médicale à la procréation est effective depuis 1997 au Cameroun. Plusieurs enfants sont nés, plusieurs couples ont réussi à être parents grâce à cette assistance-là. Alors, qu'est-ce qui a changé de 1997 en 2024? Qu'est-ce qui a évolué dans la prise en charge aujourd'hui? Alors, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de progrès sur le plan technologique, sur le plan technique. Permettez-moi rapidement quand même de rappeler qui sont les personnages qui ont pu implémenter la technique de la PMA, de la fécondation in vitro au Cameroun en 1997, comme vous le disiez. Je vais citer assez rapidement le Dr Sanjongui, ancien président de l'Ordre des médecins, le Dr Gwetbel, président de la Cameroun Fertility Society, le Dr Onomo, qui était également présent, le Dr Pani, en tant que biologiste, et feu le docteur Bolo, paix à son âme. Et ce sont les personnes qui, de manière courageuse, ont réussi à initier cette prouesse sur le plan médical. Alors, au Cameroun, bien sûr, je précise, parce que la fécondation in vitro existe depuis plus d'une quarantaine d'années dans le monde. Alors, pour ce qui concerne les évolutions sur le plan technique, on va essayer de ne pas être trop long. Il y a eu une évolution, notamment en ce qui concerne les traitements de la stimulation de l'ovulation, ce qu'on appelle aussi les gonadotrophines. Il y a eu une évolution au niveau des laboratoires, notamment des microscopes qui sont devenus plus performants. Il y a aujourd'hui la possibilité qui n'existait pas à l'époque de pouvoir pratiquer ce qu'on appelle la micro-injection des spermatozoïdes à l'intérieur des ovules. Parfois, les gens entendent fécondation in vitro ICSI. Il y a eu aujourd'hui de nouveaux incubateurs qui sont ces espèces d'instruments qui reproduisent les conditions pour la bonne culture des embryons. En fait, c'est des utérus artificiels et ces incubateurs qui sont plus performants nous permettent de pratiquer de la culture prolongée dans les laboratoires afin de pouvoir sélectionner les meilleurs embryons, parce qu'auparavant, quand on avait des embryons en laboratoire, dès le deuxième jour, il fallait les transférer parce qu'on avait du mal à les laisser à l'extérieur pendant trop longtemps, alors qu'aujourd'hui, on peut les pousser jusqu'à 5-6 jours, ce qu'on appelle les blastocystes, qui permettent une meilleure sélection des embryons et qui augmentent bien sûr le taux d'implantation et donc le taux de réussite. Et aussi, nous avons eu une révolution concernant la congélation, parce que à l'époque, il y avait un système de congélation qui était appelé une congélation lente, mais qui avait beaucoup de difficultés, notamment lors de la récupération de ces embryons. Lors de la décongélation, il y avait une survie qui était assez faible, alors qu'aujourd'hui, nous avons la vitrification, qui est une technique de congélation rapide, qui permet de retrouver les embryons dans de bonnes conditions, avec un taux de récupération de presque 100%, et qui donne beaucoup plus de possibilités aux couples de se
donné plusieurs chances lorsqu'ils ont eu la possibilité d'avoir beaucoup d'embryons lors de la première tentative. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions entre 1997 et aujourd'hui, ce qui a permis une augmentation évidemment du taux de réussite de cette technique. Alors, donc ça veut dire que de plus en plus, on aura moins des échecs en ce qui concerne la procréation médicalement assistée. Alors, docteur, vous venez quand même de parler de plusieurs innovations. Vous avez parlé de la vitrification. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on a des banques de sperme au Cameroun, comme ça se fait sous d'autres cieux? Oui, il y a des banques de sperme, il y a des banques d'ovules aussi. C'est le don de gamètes dans la loi qui a été évoquée au début, qui a été promulguée par le président de la République, autorise les dons de gamètes. Et donc, dans les laboratoires, il y a une organisation qui est faite pour pouvoir avoir la possibilité de créer ces fameuses banques et qui ensuite permettent à certains couples qui sont dans la difficulté et dans le besoin d'avoir recours à ce don de gamètes, bien sûr, selon des critères qui sont bien définis et qui restent dans le cadre de la loi. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de procréation médicalement assistée, docteur, on voit en premier lieu la FIV, fécondation in vitro, on voit l'insémination artificielle. Ça, c'est depuis 1997. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, il y a une autre nouvelle méthode pour pouvoir assister les couples qui ont des difficultés à avoir des enfants de manière naturelle, à être parents? Alors, en ce qui concerne la prise en charge des problèmes de fertilité, il faut le dire. Tout ne se résume pas à l'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire soit l'insémination artificielle quand les conditions le permettent, soit la fécondation in vitro. Lorsque vous avez en tant que gynécologue à recevoir un couple qui présente un problème de fertilité, il faut d'abord pratiquer toute une exploration qui part d'abord d'un interrogatoire, ensuite d'un examen physique, ensuite vous avez des explorations à faire et dans bien des cas, heureusement, vous allez retrouver des situations pour lesquelles il n'y a pas de besoin d'avoir recours à l'assistance médicale à la procréation. Je vous prends un exemple, si vous avez retrouvé que chez une femme, il y a un fibrome qui s'est installé dans un mauvais endroit, notamment en ce qui concerne la cavité, ce qu'on appelle la cavité de l'utérus. Il suffit que vous lui retiriez, que vous puissiez retirer ce myome. Et grâce aussi à ces évolutions technologiques, notamment l'endoscopie gynécologique, on a des techniques mini-invasives pour pratiquer ce type d'intervention chirurgicale. Elle aura sa fertilité qui est restaurée. Lorsque vous aurez un homme, par exemple, chez qui vous allez retrouver un problème qui s'appelle varicocèle, les varicocèles, c'est des dilatations importantes des veines autour des testicules qui produisent une chaleur locale. C'est les urologues qui les prennent en charge. Lorsqu'ils vont réussir à apporter une correction qui permettra à ces hommes de mieux produire leurs spermatozoïdes, parfois la fertilité dans le couple va être restaurée. Vous avez même des femmes qui ont des problèmes de trompe pour lesquelles il existe des techniques chirurgicales mini-invasives, ce qu'on appelle la laparoscopie ou la cystoscopie, qui peuvent permettre de rétablir la continuité au niveau de ces trompes et ces femmes vont pouvoir procréer. Donc, on a beaucoup de possibilités hors assistance médicale à la procréation pour restaurer la fertilité des couples et heureusement, tous les couples n'auront pas besoin, il y a même des couples qui n'auront même pas besoin du moindre traitement, il faudra juste leur proposer d'attendre ou d'avoir plus de rapports sexuels et ça suffira pour que ceux-ci aient leur grossesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les couples, les jeunes puissent procréer sans forcément avoir recours à une assistance? Alors, pour ce qui concerne donc la prévention, vous avez plusieurs éléments sur lesquels on peut agir. Déjà, il est bon pour les couples qui le peuvent, parce que l'objectif, ce n'est pas de fixer une sorte de limite ou de délai, mais pour les couples qui le peuvent, il est bon de procréer suffisamment tôt. Que les études sont claires, la fertilité, notamment chez la femme, est liée à son âge. Oui. Vous avez 25% des femmes à 25 ans 25% de chances de procréer par mois chez les femmes de 25 ans. Vous avez 12% de chances de procréer chez les femmes à 35 par mois et à 40, vous avez à peu près 5-6% de chances par mois. Ça veut dire qu'il y a un déclin de la fertilité qui est lié à l'âge. Donc plus on retarde, parfois on comprend, c'est parfois justifié, mais plus on prend le risque aussi de se retrouver en situation d'infertilité et probablement si on avait agi plus tôt, on n'aurait pas eu ce genre de difficulté. Ça c'est chez les femmes parce que chez les hommes... ils ont un peu beaucoup plus de chance. Il n'y a pas le facteur âge chez les hommes en ce qui concerne la procréation. Oui, le facteur âge chez les hommes, il est moins présent. On sait qu'il y a aussi un déclin au-delà de 45-50 ans, mais il n'y a pas une impossibilité comme chez les femmes qui un jour vont se retrouver en situation de ménopause. C'est pour ça que chez les hommes, la problématique, elle est moins présente en termes de considération d'âge que chez les femmes. Alors, en termes de prévention également, il y a le mode de vie, parce que on ne s'en rend pas suffisamment compte, mais le mode de vie a un impact
très important sur la fertilité. De l'homme ou de la femme? De l'homme et de la femme. On peut parler de la consommation de tabac, on peut parler de la consommation d'alcool, on peut parler de toxicomanie, on peut parler de pratiques sexuelles qui sont à risque, plutôt une baisse parce que pour le moment il y a une tendance à la hausse et grâce à ces mesures de prévention, on pourrait éviter d'avoir recours à la PMA, à la fécondation in vitro ou toute autre méthode qui soit de nature à entraîner une détresse psychologique lorsque les gens se battent et qu'ils n'arrivent pas à avoir le résultat. Merci, Dr Brice Chenjou, d'être passé sur le plateau de Check-up. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir édifié nos téléspectateurs. Bonne continuation et continuez à donner de l'espoir aux familles, aux couples. C'est moi qui vous remercie, Madame Fotso, pour votre invitation. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme c'est Check-up et nous entamons la deuxième partie de votre magazine de la santé consacrée aux chroniques. Débutons avec celle du professeur Prévost Jantou depuis le Canada qui ce soir va nous parler de la consommation d'alcool, notamment de son impact sur la santé. Il est gastro-entérologue et pathologie au CHU Sainte-Justine de Montréal au Canada et également clinicien chercheur et enseignant à l'Université de Montréal au Canada. On l'écoute. L'alcool, parlons-en. Voici pourquoi c'est très dangereux de consommer l'alcool. On sait qu'à présent que l'alcool, c'est une substance toxique pour plusieurs organes et bien que parfois il y a des idées répandues selon lesquelles l'alcool peut être bénéfique pour la santé, les recherches les plus récentes montrent que boire de l'alcool n'apporte aucun bénéfice pour la santé. Les impacts sur le système digestif sont majeurs. L'alcool peut provoquer plusieurs troubles. Déjà au niveau de l'estomac, on parle de gastrite. Au niveau du pancréas, on parle de pancréatite. Au niveau du foie, il y a plusieurs dommages que l'alcool peut donner au niveau du foie. On peut avoir une hépatite alcoolique aiguë, on peut avoir du foie gras, on peut avoir de la fibrose, on peut avoir une cirrhose. Il y a plusieurs personnes qui ont des cirrhoses hépatiques dues à l'alcool, dont certaines ont besoin même d'avoir une greffe de foie. Donc, c'est très important d'avoir en tête ces conséquences de l'alcool. Ensuite, les autres maladies liées à l'alcool, on voit des cancers de différents organes qui peuvent être déclenchés par la consommation de l'alcool. On a des problèmes neurologiques avec une dégénérescence des neurones qui sont présents dans le cerveau. On a des problèmes métaboliques parce que les consommateurs d'alcool peuvent avoir des problèmes métaboliques au niveau du microbiome intestinal. L'alcool va perturber l'équilibre au niveau de notre microbiome. On a des problèmes au niveau périphérique, des personnes qui ont des problèmes de la motricité dus à l'alcool, des problèmes de violence, d'agressivité et la dépendance liée à l'alcool qui peut commencer très tôt. Alors, les jeunes qui commencent à consommer de l'alcool sont plus à risque de devenir des adultes qui continuent à consommer de l'alcool. Un point particulier à noter, donc c'est vraiment très important de ne pas consommer de l'alcool et encore plus important de ne pas consommer de l'alcool lorsqu'on est une femme enceinte parce que l'alcool va passer à travers le placenta et donner chez le bébé des malformations, en particulier ce qu'on appelle microcéphalie, syndrome d'alcoolisation fœtale ou bien trouble du développement lié à l'alcoolisation du fœtus. Donc ça se accompagne de petite tête de l'enfant, malformations, on peut avoir plusieurs malformations qui se voient, on peut avoir des retards du développement de l'enfant et tout ça, c'est une règle absolue, 0 g d'alcool à consommer et pendant la grossesse, c'est très important parce que bien même avant d'être enceinte, il faut commencer à arrêter l'alcool et aussi prendre les supplémentations en vitamines comme l'acide folique. Voilà que vous êtes suffisamment édifié.
en ce qui concerne les conséquences de la consommation de l'alcool dans l'organisme et les problèmes de santé auxquels l'on s'expose lorsqu'on consomme de manière excessive de l'alcool. À présent, je vous invite à écouter le docteur Joël Manfo, chirurgien dentiste, dans sa chronique. Ce soir, il nous parle de la brosse à dents. Comment choisir sa brosse à dents? Quelle brosse à dents choisir pour une bonne hygiène bucco-dentaire? Écoutons-le. Chers téléspectateurs de Canal 2 International, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Le premier élément à prendre en compte lorsqu'on veut choisir une bonne brosse à dents, c'est tout simplement la consistance du poil. En effet, il existe plusieurs types de consistance. Il y a la consistance dure, il y a la consistance médium et il y a la consistance souple. De façon générale, il est préférable d'éviter les consistances dures parce que celles-ci peuvent léser la surface de l'émail et léser également les gencives, ce qui peut entraîner des sensibilités dentaires à long terme. Donc, il est préférable de choisir une brosse à dents avec une tête suffisamment petite pour pouvoir nettoyer sans encombre les dents postérieures. Il est important aussi de noter qu'une brosse à dents avec des poils effilochés ne remplit plus complètement son rôle. C'est pourquoi, lorsque les poils de la brosse à dents sont déjà suffisamment usés, il est préférable de les remplacer. On préconise d'ailleurs de remplacer une brosse à dents après 3 mois. Il est aussi important de noter qu'il existe une autre catégorie de brosses à dents appelée les brosses à dents électriques. Il a été scientifiquement prouvé que ces brosses à dents ont une efficacité un peu plus importante que les brosses à dents manuelles lorsqu'il s'agit de nettoyer la plaque dentaire. Mais lorsqu'on utilise une brosse à dents manuelle et qu'on effectue les bons gestes, les bons mouvements, cela va tout aussi bien. Je vous dis tout simplement à la prochaine. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été suffisamment informés, édifiés par nos différents spécialistes tout au long de votre magazine de la santé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Contactez-nous via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.